Dans les archives de l'Adeptus Administratum existe un dossier qui représente une anomalie. Un document sur un garde dont la lâcheté atteignit de telles proportions qu'elle se transforma en arme de valeur stratégique. Voici Thers Morai du 47e régiment d'infanterie brochien, l'homme dont la terreur était si absolue qu'elle détruisit un Wahaaga, orc de l'intérieur. Avant que la menace peau-verte ne s'abatte sur Brochus VII, Morai s'était déjà établi comme le plus grand maître de l'évitement des responsabilités de tout le régiment. Son dossier personnel ne listait pas tant des échecs qu'une chronique de triomphe dans l'évasion des devoirs. Y figurait un record, 247 jours consécutifs de service aux latrines, un poste qu'il occupait avec la même sombre dévotion que d'autres gardes maintiennent la ligne dans les tranchées. Participation aux opérations de combat, 0. Un score parfait que Morai maintenait grâce à 89 jours de maladie. Ce nombre coïncidait avec une précision suspecte au nombre d'exercices de combat programmés. Le commissaire régimentaire Uldrich Stenmark avait tenté d'exécuter Morai pour lâcheté 17 fois. Chaque tentative échoua à cause de ce que les registres officiels définissaient comme irrégularité administrative, un terme bureaucratique signifiant que l'univers trouvait la situation trop amusante pour permettre qu'elle se termine. Parmi les causes des échecs, évanouissement préventif de Morai lui-même, cas d'identité erronée, mystérieuse inscription dans les documents comme déjà exécutés, et capacité surnaturelle à conduire une maintenance critique des latrines pendant chaque exécution programmée. Finalement, le commissaire abandonna, inséra Morai dans la catégorie « réserve tactique », habituellement réservée aux munitions qui pourraient exploser, et essaya très fort d'oublier son existence. Le premier signe de l'approche du « War » d'éventreur ne fut pas le grondement caractéristique des moteurs de guerre orcs, ni le cri de bataille tonitruant d'1 million de peaux vertes. Ce fut le pic soudain d'utilisation des latrines parmi les soldats du 47e brochien. Quand les scanners de détection captèrent la flotte orc en approche, Morai avait déjà occupé une position pour conduire la supervision nécessaire du système d'élimination des déchets dans le bloc latrine numéro 7, la structure la plus éloignée des zones d'atterrissage prévues. Le colonel Braxton s'adressa à ses hommes avec le discours pré-bataille traditionnel. « Hommes de Brochus, aujourd'hui nous nous opposons à la marée verte. Aujourd'hui nous démontrerons que le courage de l'humanité. » Morai n'était pas là. Il vérifiait l'intégrité structurelle des fosses septiques, toutes de manière répétée. La ligne défensive impériale s'étendait à travers les plaines casériennes. 15 000 gardes dans des tranchées fortifiées. 200 chars Leman russes, 50 pièces d'artillerie Basilisque et un garde caché dans une latrine se plaignant du syndrome du côlon irritable. L'invasion commença à l'aube. Le War d'éventreurs apporta tout, Stompas, Gargants, croiseurs assassins et, plus terrifiant que tout, le seigneur de guerre, éventreur lui-même, une créature de telle dimension que les petits orques l'utilisaient pour l'ombre. Quand la marée verte s'abattit sur les lignes impériales, quand le feu laser rencontra les Dakas orques dans une symphonie apocalyptique, Morai prit la décision qui sauverait accidentellement Brochus VII. Il resterait caché jusqu'à ce que soit l'Imperium ne gagne ou que tous ne l'oublient. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'atteindre les deux objectifs simultanément. La ligne impériale résista exactement 37 minutes. Une performance respectable que les tacticiens impériaux arrondiraient ultérieurement à effondrement instantané. Le rapport posthume du 47e brochien
ce peu qui survécut, décrivait la bataille comme une catastrophe d'une échelle nécessitant un nouveau vocabulaire pour être adéquatement exprimé. Le seigneur de guerre, éventreur, mena personnellement l'assaut. Il saisit un char, le Man russe, et l'utilisa pour un jeu qui ressemblait étonnamment au golf, seulement les gardes hurlants servaient de balles. Le commissaire Stenmark mourut héroïquement dans la première vague, écrasé par un Stompa alors qu'il rechargeait son pistolet Bolter après avoir exécuté 3 gardes pour enthousiasme insuffisant. L'ironie échappa à tous sauf à Moray, qui observa l'événement à travers une fente dans la porte de la latrine et émit un petit couinement terrorisé. En l'espace d'1 heure, la position impériale avait été reclassée de lignes défensives à des pots de ferraille et des pots de cadavres. Les canaux Vox devinrent une cacophonie de désespoir. Base de tir Alpha détruite. Compagnie Charlie, ils utilisent nos hommes comme munitions. Delta, nous nous rendons. Suivi par un son qui confirma que les orques n'acceptaient pas la reddition. À travers toute cette horreur, Moray resta dans le bloc latrine numéro 7, barricadé avec des rations d'urgence volées. Les orques, dans leur fureur, détruisirent tout ce qui avait une valeur militaire. Bunkers de commandement, fracassés. Dépôts de ravitaillement, pillés, puis fracassés. Parcs de véhicules, pillés, peints en rouge, puis fracassés. Stations médicales, fracassées après que les docteurs de la douleur prirent les bons morceaux. Cantines, fracassées après déception pour la qualité de la nourriture. Latrines, complètement ignorées. Cet oubli stratégique fut codifié par un nobork nommé Skraga, qui conduisit une brève analyse sensorielle du bloc latrine numéro 7 et déclara « C'est tout, les humains font leurs affaires. Ça vaut pas la peine d'être fracassé. » Cette évaluation, basée sur l'aversion orque universelle pour les odeurs qu'il n'avait pas personnellement créées, sauva la vie de Moray. À la 6e heure, le Wa Giege d'Éventreur avait atteint une victoire si totale qu'elle était presque gênante. Les orques se consacrèrent aux activités post-victoire traditionnelles. Disputes, pillages et construction de monuments à eux-mêmes avec des cadavres ennemis. Le seigneur de guerre Éventreur se dressa au sommet du bunker de commandement détruit et rugit que son Wagi avait été fort. Et puis émergea un problème qui n'avait pas sa place dans la philosophie orque. Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva quand un Gretchen demanda « Boss, où sont passés tous les humains ?» Éventreur regarda autour de lui. Le champ de bataille était jonché de cadavres, oui, mais il ne restait aucun ennemi vivant avec qui combattre. Les quelques gardes survivants avaient fui au-delà de toute poursuite ou étaient morts dans les terres désolées. « Trouvez-moi quelque chose à fracasser », rugit Éventreur. À la 18e heure, le War avait rencontré un ennemi bien plus insidieux que les canons laser ou les bombardements orbitaux. Un profond, déchirant ennui. Un orque a besoin d'une bonne bataille, à peu près autant qu'une étoile a besoin d'hydrogène. Ce n'est pas simplement une préférence, c'est le carburant fondamental pour son existence. Privé de quoi que ce soit digne d'être fracassé, le champ psychique qui maintenait le Wagien ensemble commença à souffrir de ce qui ne peut être décrit que comme un échec d'enthousiasme. Sans ennemi, le Wa-Gage commença à se disputer avec lui-même. Les lunes mauvaises voulaient partir, les goffs voulaient se retrancher, et les crânes de la mort pillaient tranquillement les deux. Éventreur maintint son « War » ensemble par pure force de volonté et application libérale de sa griffe énergétique au crâne dissident. Mais les fissures se montraient. Éventreur perdait le contrôle.
Il était sur le point de découvrir que sa glorieuse victoire n'avait pas tenu compte d'un facteur critique, l'intestin du garde Moray et ses besoins de plus en plus urgents. Moray avait survécu 4 jours avec des rations d'urgence et l'eau de la citerne des latrines, mais il devait faire face à un problème qui menaçait d'exposer sa position. Il avait besoin d'utiliser une latrine différente. Celle dans laquelle il se cachait était, pour utiliser des termes techniques, à la limite de sa capacité. Sous le couvert de l'obscurité, les orques étaient pour la plupart ivres de bière fongique. Moray tenta de se faufiler vers le bloc latrine Stonero 6. Il fit exactement 3 pas avant de marcher sur un morceau de ferraille métallique. Le clang résonna à travers le campement silencieux. Chaque orque, dans un rayon de 300 mètres, se tourna vers le son. Moray se figea. Son intestin se contracta par une terreur si intense qu'elle résolut son problème original. Un nob massif, briseur de crâne, s'approcha. Chacun de ses pas secouait le sol. Sa tronçonneuse rugit affamée. Il regarda en bas vers Moray, qui avait adopté la position fétale et murmurait tranquillement la prière. « S'il vous plaît, ne me voyez pas. » Pas une prière impériale officielle. Briseur de crâne examina le garde tremblant. Il le frappa avec un doigt massif. Moray s'évanouit. Le nob renifla avec dégoût. Celui-là est déjà mort de peur. Il repoussa Moray d'un coup de pied, comme des ordures. Ça vaut pas l'effort. D'autres orques se rassemblèrent. Leurs jointures traînaient avec l'anticipation anxieuse de la violence. Ils fixèrent l'humain inconscient. Ça l'est franchement décevant. Et une vague d'anticlimax collectif les submergea. Tout le système conceptuel de l'univers d'un orque est divisé en 3 catégories. Choses avec lesquelles combattre, choses à piller et choses qui vous aident à faire les 2 premières. Moray tragiquement ne rentrait dans aucune de ces catégories. Il n'était pas un ennemi. Il n'était même pas un obstacle. Il était, dans le grand schéma cosmique des choses, une erreur d'arrondi. Et on ne peut pas déclarer une glorieuse victoire sur une erreur d'arrondi. Boss appela briseur de crâne à éventreur. On a trouvé quelque chose, pas sûr que ça compte comme un humain. Le seigneur de guerre, éventreur, se tenait au-dessus de la forme inconsciente de Moray. « Il peut se battre ?» demanda-t-il. Un Gretchen frappa Moray avec un bâton. Moray gémit et se recroquevilla plus serré. « Je crois pas, boss. » Éventreur considéra cela. Dans la hiérarchie orque de la valeur, Moray se classait quelque part, en dessous d'un Gretchen boiteux. « Ça vaut même pas la peine d'être donné en pâture au squig, » déclara Éventreur. « Laissez-le. » Mais le laisser soulevait une question gênante. Si c'était tout ce qui restait, avait-il vraiment gagné une grande victoire? Une crise existentielle se propagea à travers la horde. Les orques avaient gagné trop complètement. Le seul survivant était si pathétique que le tuer aurait effectivement diminué leur victoire. Un war se disperse typiquement à sa défaite, à la mort de son seigneur de guerre, ou simplement quand les ennemis s'épuisent. Ils n'avaient pas été vaincus. Éventreur vivait, mais ils avaient épuisé les ennemis dignes de combat. La situation fut mieux résumée par un mec-boy qui, dans un moment de clarté inhabituelle, gesticula avec une griffe graisseuse vers le bloc latrine de Eurero 7. « On est venu pour un ouage, et tout ce qu'on a obtenu, c'est ça. » Il indiqua Moray, qui avait rampé de nouveau dans sa latrine et avait repris à se cacher. L'effet psychologique fut dévastateur. Les orques commencèrent à se demander si l'ennemi était faible ou s'ils étaient simplement bons à battre les pathétiques. C'étaient des pensées avec lesquelles un orque n'était pas équipé pour faire face. Au 7e jour, le seigneur de guerre Éventreur faisait face à la dissolution complète, non par action ennemie,
mais par la présence d'un seul lâche, si compréhensivement pathétique qu'il avait brisé la logique fondamentale de la guerre orque. Il n'y avait pas de gloire à fracasser quelqu'un qui avait une valeur de combat négative. Et sans gloire, sans vraie bataille, quel était l'intérêt d'un wag? Les lunes mauvaises partirent les premières. « Nous allons chercher de vrais ennemis », déclara leur seigneur de guerre, dès qu'ils se cachent pas dans leur propre crasse. Les lunes mauvaises suivirent peu après, grognant sur la piètre qualité du butin. Même leurs dents sont inutiles, celles de celui-là sont tombées de peur. Éventreur essaya de maintenir l'ordre, mais le dommage était fait. Le champ gestalt psychique du wage s'affaiblissait, sans le but unificateur d'une bonne bataille. Les bandes de guerre et les tribus combinées se désagrégeaient à travers luttes internes et rivalités entre clans. Pendant ce temps, Moraï avait établi une routine. Aube, vérifier si les orques étaient encore là. Ils l'étaient. Matin, inventaire des rations restantes. Midi, brève attaque de panique. Après-midi, tentative de se convaincre que c'était tout un cauchemar. Soir, manger une demi-barre de ration. Nuit, pleurnicher tranquillement. Il n'avait aucune idée que son existence continue détruisait le war de l'intérieur. Le leadership orc restant tint ce qui pouvait généreusement être appelé un conseil de guerre, et plus précisément décrit comme une bagarre hurlante avec violence occasionnelle. « On devrait attaquer le prochain monde », argumenta le seigneur de guerre, tripe sombre d'Egoff. Avec quel élan contra le grand mec boulon étincelant. Les gars errent déjà ailleurs, on dirait qu'on a peur d'un humain. On n'a pas peur, rugit tripe sombre. Alors pourquoi on l'a pas tué? Parce que, tripe sombre luttait avec le concept. Il est trop pathétique, y a pas d'honneur là-dedans. Depuis quand les orques se préoccupent de l'honneur? Depuis que le tuer nous ferait paraître pire. Comme si on avait besoin d'un war entier pour tuer un lâche. La discussion continua pendant des heures. 14 orques furent tués dans des désaccords philosophiques. 3 autres partirent dégoûtés. Quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'Imperium se produisit. Un war orc et un seul garde avaient atteint un état d'existence mutuelle où aucun des deux ne pouvait agir sans perdre la face. Les orques ne pouvaient pas tuer Moraï, parce que cela signifierait admettre qu'ils avaient besoin de le faire. Il n'y avait pas de gloire là-dedans. Cela ferait paraître leur victoire entière pathétique. Ils ne se battaient même pas. Moraï ne pouvait pas partir parce qu'il était entouré d'orques. Sa paralysie de terreur était absolue. La latrine était le seul endroit où il n'irait pas. Ses jambes avaient cessé de fonctionner de peur. Les érudits impériaux appelleraient plus tard cela le paradoxe de Moraï, une situation militaire où la lâcheté devint une position défensive si absolue qu'elle transcenda en valeur stratégique. Le seigneur de guerre, éventreur, en désespoir, ordonna à ses gars d'essayer de faire combattre Moraï. Tentative 1, ils laissèrent des armes près de la latrine. Résultat, Moraï ne les regarda même pas. Tentative 2, ils crièrent des défis et des insultes. Résultat, Moraï s'évanouit à nouveau. Tentative 3, un docteur de la douleur essaya de le réparer pour le rendre plus digne de combat. Résultat, la terreur de Moraï atteignit de tels niveaux qu'il mourut brièvement, puis revint à la vie, juste pour continuer à avoir peur. Tentative 4. Ils amenèrent un sorcier pour lire son esprit. Résultat, le sorcier toucha les pensées de Moraï et subit immédiatement une crise de la pure lâcheté concentrée. Ses derniers mots furent « c'est comme regarder dans un anti-ouage ». La lâcheté de Moraï avait transcendé le simple défaut personnel.
Elle était devenue métaphysique. Sa peur était si pure, si absolue, qu'elle créait ce que les orques appelaient « valeur de combat négative ». Il n'était pas juste pas digne de combat. Sa présence diminuait activement la valeur de chaque combat autour de lui. Les orques qui s'approchaient trop près du bloc latrine non numéro 7 rapportaient des doutes soudains sur leur propre force, des questions existentielles sur le sens de la victoire, un désir diminué de fracasser. Dans les cas graves, de brefs moments d'introspection. Un homme fut trouvé assis tranquillement à fixer sa tronçonneuse, murmurant « Quel est l'intérêt de fracasser si certains ne se battront même pas ?» Il fut immédiatement exécuté pour comportement non-orque, mais le dommage se répandait. Le chant du « Wa-ag », cette manifestation psychique de l'agression et de la confiance orque, échouait. Les créations des Mechboys commencèrent à mal fonctionner. Les flingues se bloquaient plus que d'habitude. Les camions ne démarraient pas. Leur peinture rouge semblait moins rouge. Les stompas trébuchaient. Même les squigs semblaient déprimés. Les sorciers rapportèrent que le warp autour de Brochus 7 avait pris un goût de déception. L'un le décrivit comme « s'attendre à une bonne bataille » et découvrir que votre adversaire s'est pissé dessus et est mort avant que vous puissiez le frapper. Éventreur prit une décision désespérée. On s'en va. Ce monde est maudit, plein d'esprits lâches et de victoires honteuses. Mais même cette déclaration sonnait creux. Il n'était pas chassé. Il partait parce qu'un garde était trop pathétique pour être tué. Le WAG d'Éventreur commença son retrait de Brochus 7, mais ce ne fut pas le départ orque habituel, plein de violence et de pillage. Ce fut silencieux, morne, embarrassé. Les orques se chargèrent dans leurs croiseurs, sans les bagarres traditionnelles pour les places. Les Mechboys emballèrent leur équipement, sans discuter sur quel bidule appartenait à qui. Même les Gretchen étaient moins souvent frappés. Alors que le croiseur personnel d'Éventreur se préparait à partir, le seigneur de guerre jeta un dernier regard à la base impériale détruite. Quelque part là-bas, dans une latrine, se trouvait la créature la plus pathétique de la galaxie. « Boss », demanda son lieutenant, « devrions-nous au moins le bombarder depuis l'orbite ?» Éventreur considéra cela, puis secoua sa tête massive. Non, laissez-le vivre avec sa honte. De plus, il ne pouvait pas finir la pensée, mais chaque orque présent comprit. Bombarder Morai depuis l'orbite signifierait admettre qu'il importait assez pour être bombardé. Morai émergea du bloc latrine Sanirolransetn 12 heures après que le dernier croiseur, orque, eut quitté l'orbite. Il avait survécu 15 jours avec 7 barres de ration, l'eau de la citerne, ses propres larmes et quelle que soit la nutrition que fournissait l'adrénaline induite par la peur. Il tituba à travers le campement orque vide, au-delà d'armes abandonnées et de ferrailles jetées. Les orques étaient partis si démoralisés qu'ils n'avaient même pas correctement pillé. Le seul signe de leur présence était un graffiti sur le bunker de commandement qui disait « Ouah, Éventreur était ici, mais ça en valait pas la peine. » Quand les forces de secours impériales arrivèrent, 3 compagnies de la garde de fer mordienne et des éléments du 445e Cadien, elles s'attendaient à trouver soit annihilation totale, soit combat en cours, soit occupation, orques nécessitant un assaut massif. Elles trouvèrent un garde traumatisé, un campement orque abandonné et le rapport post-action le plus confus de l'histoire impériale. Le colonel Kurtz de la garde de fer mordienne interrogea personnellement Morai. « Garde, vous dites que les orques sont simplement partis. »« Oui, monsieur. » Morai ne cessait de trembler. Après avoir complètement vaincu nos forces. « Oui, monsieur. »
Parce que vous vous cachiez dans une latrine. Je pense que oui, monsieur. Et ils vous ont vu plusieurs fois. Ils continuaient à me frapper avec des bâtons, monsieur. Mais ils ne vous ont pas tué. Ils ont dit que je n'en valais pas la peine, monsieur. Le colonel Kurtz fixa Moray pendant très longtemps. Puis il dit la seule chose qui avait du sens. Présentez-vous au médecin. Puis présentez-vous. En fait, je ne sais pas où vous envoyer. L'administratum fit face à un défi sans précédent. Comment classifier ce qui s'était passé sur Brochus 7? Victoire. Les orques étaient partis. Défaite. Les forces impériales avaient été détruites. Match nul. Un garde avait survécu. Autre. Il n'existait pas de catégorie pour ennemi parti pour crise existentielle. Après que 47 comités différents eurent examiné le cas, ils se fixèrent sur la classification « redéploiement stratégique » après inadéquation environnementale. Moray fut classifié comme « atout tactique survivant ». Personne ne mentionna la latrine, la nouvelle de la défaite du « Wahag ». D'éventreur se répandit dans l'espace orque, bien que les détails furent fortement déformés. Version 1. Éventreur trouva des ennemis si faibles qu'ils ne valaient pas la peine d'être fracassés. Version 2. Les humains avaient un certain type d'armes anti-Wahag. Version 3. Brochusette est maudit, plein d'esprit lâche. Version 4. Éventreur s'ennuya et est parti, la plus proche de la vérité. Le résultat fut qu'aucun Wahag orque ne s'approcha de Brochusette pendant les 3 siècles suivants. La planète devint connue comme l'endroit où le combat va mourir. Pendant ce temps, dans l'espace impérial, l'histoire se transforma en propagande. Garde solitaire maintient la ligne contre un Wahag entier. Héroïque dernière défense sur Brochus 7. Le miracle du bloc latrine Nodero 7. Rapidement classifié. Le Departamento Munitorum, dans son infinie sagesse bureaucratique, décida que Moray devait être décoré. Non parce qu'il comprenait ce qui s'était passé, mais parce qu'il était le seul survivant. Les orques étaient partis, donc il devait avoir fait quelque chose d'héroïque. La documentation avait déjà été archivée. La cérémonie se tint sur Brochus 7, qui maintenant était en phase de reconstruction. Le lord général militant Corvan lui-même arriva pour présenter la médaille cramoisie, l'ordre du trône d'or et l'étoile de la terreur. Garde Terce Moray, annonça le lord général au régiment rassemblé, entièrement composé de recrues, puisque le régiment original était mort. Vos actions face à l'ennemi incarnent les plus hautes traditions de la garde impériale, votre résolue défense. Moray s'évanouit. Le lord général continua à parler à sa forme inconsciente pendant 10 minutes supplémentaires, épingla les médailles à sa poitrine et partit, marmonnant d'être submergé par l'honneur. Quand Moray se réveilla, il était un héros de l'Imperium, défenseur de Brochus 7 et porteur du trône d'or. Il se cacha immédiatement dans la latrine la plus proche. La partie la plus étrange de l'incident de Brochus 7 fut son impact durable sur les orques. Le seigneur de guerre éventreur ne se remit jamais psychologiquement. Son war se dissolut complètement en l'espace de mois. Il fut vu pour la dernière fois initiant des bagarres avec des adversaires de plus en plus petits, essayant de récupérer sa confiance. Finalement, il fut tué par un Gretchen particulièrement agressif qui l'attrapa pendant une crise existentielle. Faire un Brochus entra dans le lexique orque, signifiant « gagner si fort qu'on perd ». Plusieurs philosophes orques, oui, ils existent, bien qu'ils soient habituellement tués rapidement, écrivirent des traités sur le paradoxe de Moray, explorant si un ennemi pouvait être si faible qu'il devenait invincible par l'inutilité.
Ces philosophes furent tous exécutés pour penser trop. Dans l'Imperium, Morey devint une légende accidentelle. Son nom fut enseigné à la Schola Progenium comme exemple de survie par tactique non conventionnelle. La Tactica Imperialis ajouta un nouveau chapitre sur la valeur stratégique de la lâcheté tactique. Immédiatement classifié, puis détruit, puis recréé, puis à nouveau classifié. Plusieurs régiments de la garde commencèrent à incorporer des exercices Morai, entraînement sur comment être si pathétique que les ennemis ne gaspilleraient pas de munitions. Ces exercices furent interdits après que plusieurs gardes atteignirent de Saltregie de tels niveaux de lâcheté qu'ils créèrent des échecs de morale localisés. Morai fut promu sergent, il s'évanouit, puis lieutenant, il s'évanouit à nouveau, puis capitaine. Il se cacha dans une réserve pendant 3 jours. Finalement, l'administratum abandonna et créa une position spéciale pour lui. Officier du moral des gardes, service à distance. Son travail consistait à exister très loin de tout combat réel comme symbole de survie. Il passa le reste de ses jours sur un paisible monde agricole, se cachant dans diverses structures agricoles chaque fois que quelqu'un d'important visitait et s'évanouissant au bruit fort. Il vécut jusqu'à 97 ans, faisant de lui l'un des gardes les plus longévifs de l'histoire impériale. L'incident de Brochusset reste unique dans l'histoire militaire impériale. Il prouva plusieurs vérités inconfortables. Les orques peuvent être vaincus en leur niant la satisfaction psychologique de la victoire. La lâcheté portée à son extrême absolu peut devenir une forme de défense. L'administratum donnera des médailles à quiconque survit, indépendamment de comment. Certaines victoires sont plus dommageables que les défaites. L'univers a un sens de l'humour tordu. Mais peut-être la leçon la plus importante, enregistrée dans les archives inquisitoriales et jamais publiée au public, fut celle-ci. Il est donc enregistré dans un dossier si profondément classifié que le lire constitue un crime capital, que la principale ressource défensive de Brochusset n'était pas une forteresse ou une flotte, mais un seul être humain, dont la terreur atteignit un état d'inutilité armée si parfaite qu'elle devint, par un étrange caprice de la logique cosmique, stratégiquement inestimable. Il ne gagna pas en combattant, il gagna en échouant à être une cible valide. Un résultat que l'administratum à ce jour essaie encore de répliquer avec un formulaire. La réponse, impériale, à un univers hostile, est en règle de lancer des objets de plus en plus grands et pointus contre lui. Il a des bombes virales qui stérilisent les galaxies, des titans qui peuvent raser des villes simplement en trébuchant, et des spaces marines qui voient les lois de la physique plus comme une suggestion polie. Pourtant, sur le monde stratégiquement insignifiant de Brochusset, tout cela se révéla complètement redondant. L'arme défensive la plus efficace du secteur se révéla être un homme dont la lâcheté était si absolue, si pure dans son engagement, qu'elle atteignit une sorte de transcendance stratégique, détruisant toute la raison d'être de l'ennemi, simplement en existant pathétiquement en leur présence. L'empereur protège, Moray se cache. Parfois, dans ce millénaire sombre, c'est suffisant.